Bonjour et bienvenue pour la suite de ces cours d'écologie économique, sociale et politique. Et comme pour donner suite un peu au cours précédent, nous voyons comment nous parlons donc d'économie, de faits sociaux et de société et de politique. Et nous avons justement pris ces trois thématiques d'économique, de social et de politique parce que dans la société, ces trois sphères finalement se répondent les unes les autres. Et nous allons voir comment à travers les cours, justement, ces trois sphères se répondent, créant ainsi des liens les unes avec les autres, comme un tissu, comme des mailles qui forment en fait le ferment d'une société, d'un groupe humain, tout simplement. Et donc c'est cela que nous analyserons au fur et à mesure de ces cours donc d'écologie économique, sociale et politique. Mais aujourd'hui donc nous allons plus nous attarder sur le volet politique, puisque nous avons intitulé ce cours donc la séparation des pouvoirs et le contre-pouvoir. Parce que ce sont deux piliers importants de l'organisation sociale, notamment quand on va vers des sociétés qui se veulent, en tous les cas, démocratiques. Alors, la séparation des pouvoirs, pour commencer par le premier terme, séparation des pouvoirs, donc ça nous fait bien sûr penser à un auteur qui est Montesquieu, euh, Montesquieu qui place finalement la séparation des pouvoirs comme la fondation même d'une démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie s'il y a confusion dans les pouvoirs. Donc, le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif se doivent d'être séparés. Alors, il faut savoir une chose sur Montesquieu, c'est que Montesquieu réfléchit sur les termes en eux-mêmes. C'est-à-dire, et c'est là la grande avancée de cette pensée, qu'on a tendance un peu à occulter aujourd'hui, hein, il faut bien l'avouer. Montesquieu réfléchit sur l'esprit des lois. Et donc il sépare justement la loi de l'esprit des lois. L'esprit des lois, ce sont quelque part les termes en eux-mêmes sur lesquels on peut réfléchir au-delà de ce que font les hommes. Par exemple, Montesquieu était une personne qui s'était opposée à l'esclavage. Et donc, à travers la réflexion qu'il avait de la liberté, il pouvait justement condamner l'esclavage, même si les hommes, eux, appliquaient à son époque l'esclavage. Et donc, ça veut dire que quand on va sur la séparation des pouvoirs, il n'y a démocratie que quand il y a séparation des pouvoirs. Et quand il n'y a pas séparation des pouvoirs, on a beau s'appeler démocratie, nous ne sommes pas dans une démocratie. Car il faut faire attention, les hommes peuvent dire des mots qu'ils ne respectent pas dans les faits. Donc il n'y a démocratie que quand il y a séparation des pouvoirs, et c'est pas parce qu'on s'appelle démocratie que l'on sépare forcément les pouvoirs. Alors ce qui est important de voir, c'est de se demander donc quelles seraient donc les conditions de cette séparation des pouvoirs. Et je crois que pour bien comprendre la condition de la séparation des pouvoirs, il faut revenir sur le terme de l'indépendance des pouvoirs. Qu'est-ce qui constitue finalement l'indépendance d'un pouvoir? Et donc, notamment, son indépendance, c'est de ne pas dépendre des autres pouvoirs. Si dans le pouvoir judiciaire, par exemple, les membres de ce pouvoir sont nommés par un autre pouvoir, y a-t-il réellement indépendance du pouvoir judiciaire? Quand le pouvoir législatif n'a plus l'initiative de faire la loi, de créer la loi, de voter la loi, je dirais un peu en son âme et conscience, y a-t-il encore indépendance des pouvoirs? Et donc à ce moment-là, s'il n'y a pas indépendance des pouvoirs, y a-t-il encore démocratie? Je crois que cette question de l'indépendance des pouvoirs est fondamentale pour pouvoir, dans la suite, je dirais, pouvoir développer une pensée en écologie économique et sociale. Parce que l'indépendance des pouvoirs permet justement la discussion entre ces pouvoirs. Et c'est se demander finalement, qu'est-ce qui les rend indépendants? Donc déjà, c'est que leurs membres ne dépendent pas des autres pouvoirs, mais aussi que leur fonctionnement interne
intègre donc les dimensions de la société, toutes les dimensions de la société. Quelles sont ces dimensions pour chacun des pouvoirs? C'est d'abord les membres du pouvoir eux-mêmes. Donc pour le judiciaire, ce serait des juges, pour le législatif, ça pourrait être des députés, par exemple, ou l'administration qui organise le pays, et pour l'exécutif, bien sûr, l'administration et les gouvernements. Mais ce n'est pas que cela. Et c'est cela où la définition est importante. Dans chaque pouvoir, on a donc les membres de chaque pouvoir, mais on a aussi les associations des personnes qui ont des associations d'intérêt, je dirais les usagers de la justice par exemple. Et puis on a aussi le peuple. On ne peut pas aujourd'hui gouverner contre et sans le peuple. Or, aujourd'hui, faut-il l'avouer, ce peuple est absent de ces trois pouvoirs. Donc on voit comment la séparation des pouvoirs, ce n'est pas simplement une énonciation, c'est-à-dire on ne dit pas simplement pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs, mais faut-il encore le faire vivre dans les faits? Et le faire vivre dans les faits, donc, c'est se demander qu'est-ce qui serait la cause ou la conséquence d'une indépendance de ces pouvoirs. Comment pourrions-nous dire que ces pouvoirs sont réellement indépendants? Eh bien, nous y répondons par le fait que les membres de ces pouvoirs ne dépendent pas des autres pouvoirs et que la composition, le fonctionnement interne de chacun des pouvoirs intègre toutes les structures de la société, donc ceux qui composent le pouvoir, on va dire les associations ou les associations d'intérêt dans chaque pouvoir, et le peuple, c'est-à-dire les personnes directement, parce que c'est quand même eux qui vont subir ou qui vont au contraire demander à chacun des pouvoirs d'agir. Mais on voit qu'il manque un terme qui est je dirais, le lien entre ces trois pouvoirs. Rendre chaque pouvoir indépendant, c'est quasiment les isoler les uns des autres. Il manque donc un liant, c'est-à-dire ce pouvoir, ce quatrième pouvoir que l'on a tendance souvent à oublier et qui pourtant y est fondamental et que je nommerai ici le pouvoir régulateur. Aujourd'hui, le pouvoir régulateur est absent souvent des sociétés parce que souvent c'est le pouvoir exécutif qui domine les deux autres. Alors qu'il est fondamental. Qu'est-il? Le pouvoir régulateur serait cet organisme qui aurait pour mission précisément que les trois pouvoirs fonctionnent dans leur ordre et ne le dépassent pas, mais surtout puissent communiquer les uns avec les autres. Alors on voit que cela amènerait une véritable révolution dans notre façon de concevoir la démocratie, parce qu'elle demanderait, un, d'impliquer plus le peuple, deux, de créer ce fameux pouvoir régulateur, et trois, de consacrer l'indépendance de chacun d'entre eux. Il y a donc un deuxième terme qui est, je dirais, fondateur, équivalent de la séparation des pouvoirs, qui est le contre-pouvoir. Parce qu'il ne suffit pas, finalement, que chacun des pouvoirs soit indépendant pour qu'il y ait démocratie, faut-il encore qu'il y ait un contre-pouvoir, c'est-à-dire une possibilité de contrer les excès, je dirais, des personnes qui les composent. Et ça a une valeur très importante, le contre-pouvoir, puisque c'est le principe simple de l'équilibre des pouvoirs. C'est aussi éviter, bien sûr, l'unanimisme et la toute-puissance de ses membres, et finalement, c'est permettre de faire vivre des argumentaires différents, donc cette fameuse biodiversité des peuples et des expressions, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir faire vivre les propos, les points de vue différents, les prises en compte de la pluralité, et non pas forcément simplement de la diversité. On a tendance à aller vers plutôt le terme de diversité actuellement, alors qu'au contraire, c'est vraiment la pluralité des points de vue qui est important, et c'est prendre aussi en compte tous les propos,
tous les argumentaires qu'on appelle contradictoires. Et cela se fait dans le cadre justement des contre-pouvoirs. Quand les contre-pouvoirs sont ignorés, comme ça peut malheureusement arriver, quand ils n'ont plus de possibilité d'agir et donc de pouvoir venir tempérer, je dirais, les excès justement des dirigeants, eh bien, on pousse finalement les populations à devoir s'exprimer autrement que par la voie légale. C'est-à-dire que si on ne permet pas l'expression, celle-ci va trouver d'autres filières. C'est comme l'eau, vous savez, l'eau, si on l'enferme, au bout d'un moment, des fissures se font et puis elle se diffuse partout. Et au bout d'un moment, c'est l'inondation parce qu'on ne peut plus l'arrêter, le phénomène de cette diffusion dans l'espace. Donc cela est important, le contre-pouvoir est fondamental et c'est vraiment comment on permet justement aux personnes d'exprimer et de contrôler le pouvoir. Et alors ça peut être fait soit par des institutions qui viennent contredire le pouvoir, ou soit ça peut être fait aussi dans le cadre du fonctionnement du pouvoir lui-même. Alors là, je pense tout simplement à des élections mi-mandat, par exemple. Il est inconcevable que l'on puisse faire élire un pouvoir et pendant 5 ans, 6 ans, que ce pouvoir n'ait aucun compte à rendre, parce que c'est très long. Et puis surtout, c'est la croisée des pouvoirs entre eux. Dans toute grande démocratie, en principe, les élections des assemblées s'entrecroisent de telle façon à ce qu'il y ait comme un autocontrôle des assemblées sur elles-mêmes, où le peuple, finalement, puisse changer les majorités si, de façon complètement légale, sans rentrer dans un psychodrame, parce qu'on aurait mis des trop longues échéances les unes par rapport aux autres, et où finalement le citoyen ne pourrait plus juger par son vote l'action de ses dirigeants. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est cette référence directe au peuple. Je pense que l'un des contre-pouvoirs essentiels, c'est celui-ci. C'est finalement de redonner la parole au peuple quand on arrive dans une impasse. Et cela est essentiel à l'évolution de nos démocraties. Donc voilà, séparation des pouvoirs et contre-pouvoirs, deux piliers, deux fondements d'une démocratie, des démocraties modernes, qui vont devoir trouver un nouvel équilibre dans je dirais, dans une actualité assez mouvante et assez difficile, mais où cela mériterait d'approfondir encore la réflexion sur ces bases, parce que cela est réellement au fondement de nos sociétés de demain, c'est-à-dire comment nous allons nous organiser et comment nous allons permettre à chacun d'être représenté et comment nous allons pouvoir contrôler finalement cette représentation. Je vous dis à bientôt donc pour un prochain cours d'écologie économique, sociale et politique. Au revoir, merci, à bientôt.